Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». Vous êtes en affaires, vous avez le goût de vous lancer en affaires, vous gérez des équipes de travail, des équipes de vente, vous êtes dans un milieu qui a besoin de se renouveler, de se ressourcer, aller chercher, développer de nouvelles compétences. Vous avez ici le bon podcast pour répondre à vos besoins. Donc, régulièrement, je reçois des personnes du domaine de l'entrepreneuriat, hommes et femmes, des personnes qui sont dans l'innovation, la création et, bien entendu, qui ont un large répertoire pour partager leur impulsion comme entrepreneur, leur intuition et aussi comment ils fonctionnent et comment ils se démarquent dans des marchés qui sont de plus en plus compétitifs. Aujourd'hui, sur notre podcast, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui ne joue pas à faire semblant d'être ambitieux parce qu'il est très ambitieux. Il est en train de bâtir quelque chose de très lourd et je trouvais ça important de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Je reçois Vidal Guiba. C'est 14 ans d'expérience pour Vidal Guiba dans le domaine du prêt privé en immobilier. Plus de 14 millions de dollars déployés, investis avec zéro perte au niveau de ses investissements. Donc, et ça depuis 2013. Aujourd'hui, il va nous parler de sa passion, il va nous parler de faire des deals, mais il va aussi nous parler de bâtir une machine. Et cette machine-là, on parle de Aura Capital Inc. Donc, une firme de financement privé en immobilier, pensée pour une nouvelle réalité de marché, un marché qui est de plus en plus rapide, un marché qui demande de plus en plus de finesse, d'intelligence, plus structuré et plus puissant. Donc, son objectif n'est pas modeste, je regarde ici, devenir le plus important prêteur privé au Québec, franchir le cap du milliard et il se donne comme objectif d'atteindre ces chiffres-là d'ici 2035. Mais ce qui rend son projet différent, c'est pas juste la taille et l'ambition du projet, mais c'est la combinaison d'éléments qui vont permettre à son projet de prendre forme et d'atteindre les cibles qui sont visées. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de levier, on va parler de stratégie, on va parler de Vidal, bien entendu, et ça prend tous ces éléments-là afin de pouvoir construire quelque chose de grand, quelque chose de solide qui réponde aux ambitions de notre invité. Donc, Vidal ne veut pas seulement suivre l'évolution du marché, il veut aussi prendre l'avance sur les autres, l'avance sur ce qui existe déjà et, bien entendu, beaucoup plus encore. Donc, Vidal Guiba, bienvenue sur « Ceci n'est pas du coaching ». Merci François, merci de m'accueillir, c'est très, très apprécié. J'ai failli rougir, je vais te le dire. Oui, ça serait difficile à saisir sur toi. Hein? On a fait le test quelques fois, mais ça n'a pas fonctionné en effet. C'est bon. Mais écoute, merci de libérer de ton temps l'agenda, d'être ici avec nous, puis de partager cette passion-là et partager tes projets aussi, non? Merci beaucoup, merci. C'est vraiment apprécié, surtout à toi de me réinviter encore parce que tu m'as déjà invité une première fois. Oui. J'ai entendu parler de cet épisode pendant quelques temps. C'était vraiment agréable. Merci d'être là parce qu'on a beaucoup évolué depuis lors. Ouais. Donc, ça me fera plaisir de partager ce chemin avec toi. Oui, puis pour les auditeurs, si vous voulez revoir le premier épisode, là, parce que là, on est lancé pour une série, mais vous allez sur ma chaîne YouTube, entre autres, là, puis vous allez trouver tous les enregistrements des podcasts passés, dont celui qu'on a fait avec Vidal, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, parce que j'en ai entendu parler la semaine dernière. Oh! Oui. J'étais allé à Saint-Jean-sur-Richelieu la semaine dernière pour faire une conférence, puis j'ai entendu parler de ce podcast-là. Oui, beaucoup de gens m'ont dit que ce podcast les a vraiment inspirés. Excellent. Des deux côtés. Excellent. Dis-moi, Vidal, écoute, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, 2-3 minutes, OK, pour te présenter, puis qui tu es réellement, puis qu'est-ce qui t'amène à être actif dans le domaine des services, pas des services, mais dans le domaine de l'investissement immobilier puis du prêt privé. Long parcours, je te dirais, qui suis-je? Ça, c'est une excellente question. Ouais. C'est une question spirituelle ou plutôt économique? Factuelle. Factuelle.
Mais écoute, un homme de cœur, un homme de foi, quelqu'un qui croit beaucoup à la spiritualité et puis mais qui met la spiritualité dans tout ce qu'il fait, principalement. Et moi, mon objectif, j'ai toujours voulu joindre ma spiritualité avec le domaine des affaires, ce qui n'est pas toujours évident. Non. Parce que dans le domaine des affaires, j'ai appris à mes dépens que parfois, lorsque tu mets trop de foi, trop de spiritualité, mais tu peux facilement te faire écraser par... Il y a des gens sans scrupules aussi. Mais en même temps, ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que tu attires dans ta vie ce à quoi tu penses. Et vu que je craignais d'avoir des gens sans scrupules autour de moi, vu que c'était sur ça que mon énergie convergeait sans que je le sache, parce que je ne voulais pas de ça, mais la nature ne veut pas. Donc, vu que je mettais mon énergie dessus, ça a attiré ce type de personnes-là. Donc, j'ai appris par la force des choses justement de m'écarter de ça et puis réellement de mettre ensemble la spiritualité et puis les affaires. Et puis aujourd'hui, je peux dire clairement que oui, je suis dans le milieu des affaires. Je suis parti d'un milieu plus spirituel. Je pense que dans le premier podcast, on a parlé un petit peu avec ma mère et tout ça. Ouais. Et dans cette évolution-là, d'aller dans le domaine des affaires, parce que j'adore faire des affaires, j'adore créer des choses. Ouais. Dans ça, j'applique ça maintenant dans le domaine des affaires, ajouté à la spiritualité, mais ça donne l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais. Quelqu'un qui veut bâtir non seulement pour lui, mais pour tout le monde autour de lui aussi en même temps. Ouais. Oui, parce que, tu sais, dans le fond, un point qui nous lie vraiment tous les deux, c'est l'humanité qui réside dans chacun de nous. Exact. OK? Puis spiritualité, je tiens à le dire, même si les gens le savent, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ah non, du tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et moi, je crois fermement que la spiritualité doit faire partie de nos activités, de notre façon d'être, de se comporter, parce qu'on a un retour du balancier aujourd'hui où l'aspect humain relationnel prend de plus en plus de place, entre autres avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui prend beaucoup de place. Énormément. Donc, cet espace-là, humain à humain, là, est très important à le conserver. Oui, absolument. Oui. Absolument. Ouais. Parce que plus on va avancer et plus l'humain va devenir denrée rare dans toutes les sphères. Regarde, aujourd'hui, tu vas faire, exemple, un Zoom ou un appel vidéo avec quelqu'un. Tu n'es pas sûr que c'est à la personne que tu parles. Ouais. Tu peux être en train de parler en ce moment à une intelligence artificielle. Ouais, tout à fait. Que la personne a cloné, il y a sa voix, il y a tout et tu peux parler avec. Donc oui, l'humain reste vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Absolument. Dis-moi, avant de parler de ton bébé, OK? C'est le cas de le dire. C'est un bébé parce que c'est tout nouveau. Avant de parler de ton bébé, qu'est-ce qui fait... comment tu es arrivé à mettre au monde Aura, OK? Investissement financier ou investissement immobilier. Mais qu'est-ce qui t'a mené là? Puis quelle est la différence entre le Vidal d'il y a 2 ans et le Vidal d'aujourd'hui? Je dois dire maturité. Okay. Maturité et surtout prise de conscience. Il n'y a pas un événement unique qui a fait que justement, ce n'est pas un changement de cap non plus, c'est plutôt une continuité. Et le Vidal d'avant est un one-man show. OK? Ouais. Il menait la danse. Il faisait vraiment tout. Là, je faisais l'épicerie, puis je venais couper les choses, puis je faisais la cuisine, et puis je mettais la table, je faisais tout. Je faisais tout seul. D'accord? Mais ça va jusqu'à un certain niveau. Et l'ambition que j'ai d'amener la compagnie au prochain niveau, c'est impossible de faire ça tout seul. Ça, il te faut de la technologie, il te faut une équipe, il faut un environnement pour ça. Et dans cette progression-là, dans cette amélioration que j'appellerais, c'est de là que naît l'idée d'Aura Capital. Okay. Donc, je suis allé chercher d'autres personnes qui pourraient m'accompagner, la technologie nécessaire qui va faire qu'on va pouvoir scaler pour aller au niveau où on veut aller. Alors, naturellement, Aura Capital est venu tout seul aussi. Et puis, il y a aussi une question de branding. Veux pas. OK? Le Bon Capital, comme on a parlé au début du podcast, Le Bon, c'est mon deuxième prénom. Okay. Je m'appelle Vidal Le Bon Guiba, d'accord? Donc, Le Bon, c'est mon deuxième prénom. Ça fait un petit peu, pour moi, ça faisait comme Café du coin. OK. Et mon idée à moi, c'est d'amener la compagnie à Starbucks, pas le Café du coin. Tu sais, le café de quartier, c'est très bon pour Limoilou. Je suis à Limoilou, j'ai un café au coin de la rue, tout le monde me connaît, c'est bon. OK? Mais maintenant, si je veux quelque chose qui va être reconnu au niveau de la province, au niveau du pays, mais il faut autre chose. Et puis, il faut aussi un nom qui se prononce bien dans les deux langues. Ici, au Canada, on parle anglais, on parle français. Et si je veux sortir du Québec, mais évidemment, il va falloir que, tu sais, quand on s'adresse aussi dans une clientèle anglophone aussi. Ouais. Aura Capital reflète un peu mon énergie, reflète qui je suis aujourd'hui en tant qu'homme, pour la maturité que j'ai avec les années. Donc, côté branding, ça tombait dans ça. Et côté aussi, je te dirais, équipe, je voulais pas justement que ceux qui soient dans mon équipe, qui aient cette connotation de Le Bon Capital, mais Le Bon, c'est Vidal. Ouais.
je voulais absolument qu'on puisse me déconnecter de la compagnie, que je sois la vision de la compagnie, mais que je ne sois pas la compagnie. Donc, en ce moment-là, il fallait que j'enlève mon nom de là. OK. Donc, on a pris un nom qui rassemblait tout le monde, mais qui reflétait surtout la vision de ce qu'on veut faire. Tu sais, je vais revenir sur le bon capital. Donc, le bon capital, quelle est la différence entre le bon capital et Aura? OK, aujourd'hui, Aura qui est bon, qui se lance dans l'immobilier, mais qu'est-ce que le bon ne pouvait pas faire que Aura va pouvoir faire? C'est vraiment comme je te dis, c'est un anglicisme, hein, pouvoir scaler. OK. Au niveau, j'ai envie d'amener la compagnie à $1 milliard. Et quand je parle d'$1 milliard, c'est $1 milliard en argent liquide. Tu sais, il y a plusieurs décennies de cela, à l'époque industrielle, c'était, comment ça s'appelle? C'est Dale Carnegie? Oui. Qui a acheté... c'est Dale Carnegie, on est sûr de ça, qui a acheté le US Steel? Ben, je pense que oui. Oui. Mais il avait payé liquide. Tu sais, aujourd'hui, là, on a beaucoup de milliardaires, d'accord? Ouais. Mais la plupart de nos milliardaires sont très riches. On dispose font des transactions avec des actions. Ce n'est pas de la liquidité. Dans ce que nous faisons, dans Aura Capital ou dans le Bon Capital ou dans le prêt privé, il faut que tu aies la liquidité pour pouvoir transiger. Tout se transige en liquide, d'accord? Donc, moi, l'objectif, c'est d'amener Aura Capital à un niveau de liquidité de $1 milliard. $1 milliard parce que j'ai une vision d'un écosystème qu'on a envie de créer autour du financement privé. Pas venir faire compétition à la banque. Loin de là. D'accord? Ouais. C'est être complémentaire à ce que la banque offre, mais au niveau national. Pas juste au niveau de Québec, au niveau de la province de Québec, mais vraiment au niveau national. Une fois qu'on aura rempli le niveau national, mais sortir du pays pourrait être un objectif intéressant aussi. Et ça, le Bon Capital a été monté comme une entreprise solo. Comme je disais, le café du coin. Ouais. Et le café du coin ne peut pas aller au niveau international. D'accord? Oui, on aurait pu le rebrander, excusez encore l'anglicisme, mais c'est à peu près ça. Rebrander le Bon Capital, c'est Aura Capital. Aura Capital. Donc, le Bon Capital a prouvé que la formule fonctionne. Et maintenant, la formule fonctionne. Là, maintenant, on va l'envelopper d'Aura. On va l'envelopper de l'aura du capital. C'est bon. C'est bon. Pour pouvoir l'envoyer maintenant sur le plan international. C'est un peu ça l'idée. OK. Oui, puis il y a de la place. Il y a de Oui. la place dans le marché. Là. Oui, il y a énormément. beaucoup de place. Beaucoup de place, beaucoup de demandes. Et c'est toujours encore très, très ignoré, je te dirais, par la plupart des gens. Quand on parle de prêt privé, tout de suite, les gens, est-ce que c'est risqué? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment ça fonctionne? Mais de plus en plus, je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par le prêt privé, mais ne sont pas forcément au courant de comment ça fonctionne exactement. Tiens, il y a de l'éducation à faire aussi, tant au niveau des investisseurs, des gens qui veulent investir dans le prêt privé, qu'au niveau de ceux qui empruntent du prêt privé pour travailler avec. Des gens qui font des flips immobiliers, qui font de la valorisation de terrain, du repositionnement des immeubles, ainsi de suite. Ils ont besoin de capitaux, mais souvent, ils ne savent pas. Ils préparent leur dossier, ils envoient, puis ils espèrent. Alors qu'il y a une façon simple de le faire pour que ça fonctionne à tous les coups. Et ça fait partie des missions d'Aura Capital, justement, de faire cette éducation, autant du côté des investisseurs qui veulent mettre de l'argent à travailler pour le prêt privé et de ceux qui utilisent le capital privé. Avant de poursuivre avec Aura Capital, je pense qu'il y a un point qui est important là, que je vais aborder avec toi. Là. Vas-y. C'est le fait que je comprends bien que dans le Bon Capital, tu étais le one-man show. C'est toi qui menais la danse. Puis en passant, pour les auditeurs, il est très bon danseur. Donc, tu sais, tu étais tout seul. Là, on parle de 2 associés qui se sont joints à toi dans Aura Capital. Comment tu composes, puis comment ces personnes-là composent avec quelqu'un qui est un one-man show, puis que là, qui arrive dans une équipe de travail? C'est formidable. Non, mais je dois avouer que c'est vraiment formidable. Il y a un très bon côté à ça. En fait, je ne vois que de bons côtés à ça. Parce que, comme je disais, pour scaler, pour aller au prochain niveau, c'était impossible de le faire seul. Mais il fallait que je trouve des gens qui puissent compléter qui je suis. Il ne fallait pas que je trouve des gens qui sont comme moi. Parce que ça, c'est une des erreurs que j'ai commises avant. C'est j'essaie de trouver des gens qui étaient comme moi. Donc, quand tu te retrouves à 2-3 chevaux de course, mais vous courez, mais il n'y a rien qui se fait en arrière. Alors, ce que j'avais besoin, c'était des gens qui venaient compléter mes forces. Ma force à moi, c'est la vision. Ma force à moi, je suis un cheval de course. Ça m'a pris quelques années, mais là, maintenant, je le sais. Tu sais courir. Je sais courir. Je suis un cheval de course et puis j'adore courir. J'adore être le cheval de course, d'accord? Mais sauf que quand tu es dans l'entrepreneuriat, un cheval de course, il te faut quelqu'un qui soit capable de prendre les choses en arrêt de toi puis de les stabiliser. De pouvoir remplir tout le gap que tu laisses en arrière. Parce que quand tu cours, souvent, tu fais des bonds. Et
J'ai rencontré, grâce au groupe Performance, le groupe créé par mon ami Denis Perrault. Dans ce groupe, c'est un groupe d'entrepreneurs. Il y a rendu presque 1000 entrepreneurs dans le Québec. C'est extraordinaire. Et dans ce groupe, j'ai rencontré le premier associé, qui est devenu associé aujourd'hui, Alexandre Morin, qui est un CPA. Okay. Et j'avais manifesté le type de partenaire que je voulais avoir. Et je voulais qu'il soit CPA. Ça, je ne l'ai jamais dit à Alexandre. Mais je l'avais manifesté. Et dans ma tête, c'était clair que c'était un CPA que j'allais rencontrer. Mais je ne voulais pas un CPA... Excusez, j'ai des amis CPA. Prenez pas ça mal. Programmation neurolinguistique. Je voulais un CPA qui comprenne la business, qui était en business aussi, et puis qui n'était pas juste un CPA qui faisait les calculs, ça finissait là, puis qui était comme cartésien. Ouais. Je voulais un CPA business. Et dans le groupe, j'ai rencontré Alexandre, et c'était un CPA business. OK. Et on a discuté de fil en aiguille, puis ça a vraiment cliqué. La première soirée, je l'ai rencontré, ça a cliqué. Tout de suite. Il y a des gens comme ça, tu rencontres et puis tu ne sais pas pourquoi ça clique. Mais Alexandre Morin, c'était la même chose. Ça a vraiment cliqué. Et on est resté en contact, on a discuté, puis de fil en aiguille dans le groupe Performance. À un moment donné, je ne sais pas, j'étais chez moi et puis je méditais encore et je visualisais encore Aura Capital. À cette époque-là, je n'avais pas encore le nom d'Aura Capital. Il faut que ce soit clair là-dessus. Je visualisais la compagnie et je manifestais encore le CPA et puis tout de suite, c'est vraiment la face et l'énergie de ce gars-là qui est revenu. Okay. Quand j'ai fini ma méditation, je lui ai écrit tout de suite. Il m'a dit oui, on se rencontre. On s'est rencontrés, on a discuté, puis on s'est entendu pour partir ça ensemble. Et je lui ai dit, voici ma vision. Il a adhéré à la vision, il a vraiment aimé la vision. Et après, il a dit, écoute, j'ai un partenaire d'affaires. Parce que l'autre personne que j'ai manifestée aussi, c'est une autre personne qui serait, elle, capable de, comme tenir tous les bouts ensemble. Un vrai gestionnaire. Parce que autant je suis un cheval de course, je suis zéro en gestion. En fait, je déteste la paperasse. C'est parce que tu n'aimes pas ça. J'aime, mais pas du tout. D'accord? Et je me suis forcé pendant plusieurs années à le faire et c'était la catastrophe totale. Ouais. D'accord? Donc, je voulais aussi une autre personne capable de faire ça. Donc, j'en voulais un qui comprenne les chiffres, mais qui soit business, et un autre qui soit capable de gérer la paperasse, mais qui aime ça. Ouais. Parce que je me suis dit, autant que j'aime, moi, courir comme un cheval de course, il y en a d'autres qui doivent aimer faire la paperasse. Ben oui. Hey! Ben oui. J'ai une amie qui adore la paperasse et je n'ai jamais compris comment son cerveau fonctionnait. Mais j'en voulais un comme ça dans ma business aussi. Okay. D'accord? Et là, Alexandre me parle de son associé, Alexis. Pascal. J'ai dit, OK, c'est bon, on peut le rencontrer. J'ai rencontré Alexis et puis, écoute, Alexis et Alexandre, on travaille déjà avec le prêt privé pour leur propre projet parce qu'ils font de la construction, ils font de la rénovation, des choses déjà comme ça. Ils ont travaillé avec le prêt privé, avec des capitaux privés déjà. Donc, moi, j'ai une formation en prêt privé que je donnais. Tu le sais, ouais. Je coachais en prêt privé. Et je leur dis, écoutez les gars, j'ai une formation en prêt privé, je vais vous donner le manuel, vous allez le lire et quand on va se rencontrer, je vais répondre à toutes vos questions. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, ils n'avaient pas encore le manuel. Écoute, on a passé 45 minutes ensemble. Alexis avait rempli plus de 3 pages de texte. Ah oui. Donc, pendant que je parlais, il écrivait. Et après, j'ai regardé ces 3 pages de texte. Tout était détaillé, décortiqué. Et dans ma tête, ça fait « Yes, c'est lui !» Et voilà, donc Alexis, Alexandre et moi, donc ils sont venus à Québec, j'ai fait la formation, je répondais à toutes leurs questions et puis on a décidé de bâtir la compagnie. Et c'est ici à Québec, à la maison Smith, derrière l'Université Laval. On avait loué une salle et puis on prenait un petit repas et puis on cherchait un nom. Ouais. Et Aura Capital, c'était vraiment ce qui reflétait. On est sorti plusieurs noms, puis Aura Capital, c'est ce qui reflétait vraiment qui nous sommes parce que tous les trois, on est comme spirituels, très spirituels et on croit justement bâtir quelque chose qui va faire de la valeur, mais pas juste pour nous, mais pour tous les gens autour de nous. Et surtout garder l'humain au cœur de tout ce qu'on fait. Oui, puis un élément qui est important, tu sais, je n'en parle régulièrement dans mes rencontres, dans mes conférences, c'est l'intuition. Mais tu vois, là, tantôt, tu parlais de loi d'attraction, là, ni plus ni moins. Là, tu sais, bon, tu as manifesté, c'est arrivé, mais il y a aussi l'intuition qui te porte à l'intérieur d'action, à l'intérieur de gestes. OK, puis ça, c'est un élément, je pense, qui est très fort chez toi aussi. Non? Oui. Oh, oui. L'intuition. Mais j'ai appris à l'écouter maintenant. Oui. Ça m'a pris un certain nombre d'années. Oui, à en comprendre. J'ai eu 49 ans le 8 avril. OK. Ça m'a pris une vingtaine d'années. Mais je l'écoutais, mais je ne l'acceptais pas forcément. Ouais.
parce que j'ai écouté autre chose, je ne sais pas quoi. Mais là, maintenant, tu vois, depuis un certain temps, oui, je prends le temps de me poser, puis maintenant de l'écouter maintenant, quoi. Et ça fait toute une différence, en effet. Ouais. À l'écoute de soi. Ouais, Et ouais. probablement que dans cette écoute de soi-là, OK, tu es arrivé avec ton milliard d'investissements là, OK, à l'intérieur d'Aura. Donc, d'ici 2035, c'est vraiment ambitieux. Là. C'est Oui, très ambitieux. Très ambitieux. C'est très ambitieux. OK? Mais comment tu t'attends d'y arriver? Grâce à mon équipe. Grâce à mon équipe et grâce aux outils que nous avons en ce moment. Je te dirais, il y a quelques années de cela, sans l'intelligence artificielle, c'est quasiment impossible. Ouais. Quasiment impossible. Okay? Il faudrait une armée, une équipe qui représenterait une armée pour pouvoir le faire. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de le faire parce que c'est un levier extraordinaire qu'on a entre les mains en ce moment-là. Ouais. En une journée ou même en l'espace de quelques heures, je peux abattre le travail que normalement, ça nous prendrait des mois à faire. Donc, aujourd'hui, grâce à cet outil, oui, c'est possible de pouvoir arriver à faire à scaler vers ce genre de milliards-là et surtout bâtir une compagnie qui pourrait intéresser des gros fonds d'investissement. La façon dont ça roule dans ma tête, c'est que Aura Capital, dès le jour 1, d'accord, on le travaille de sorte à ce qu'il soit un potentiel takeover, OK, qui intéresse un gros fonds comme Brookfield, et ainsi de suite. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on le travaille depuis le jour 1. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait la fin de 1 milliard. Mettons, on parle de milliards, on recule maintenant jusqu'à aujourd'hui et on décortique jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Étape par étape. Et on s'est dit, OK, là maintenant, c'est le jour 1. Go! Go! Parce qu'on connaît les étapes maintenant de la fin déjà jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va dans le sens inverse. Oui, ça... On inverse l'ingénierie. Non, c'est très bon. Puis là, tu parles d'intelligence artificielle. OK? Pour certaines personnes, l'intelligence artificielle, c'est un gros buzz qui va passer. C'est un gros buzz qui va passer. C'est une mode, puis tout ce qui est une mode finit par se démoder, puis va prendre le décor, va prendre le côté. Mais pour toi, là, comment tu vois la part de l'intelligence artificielle à l'intérieur justement du lancement de ton entreprise avec tes associés Aura Capital? Mais comment tu vois l'importance de l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle est là pour rester? Écoute, simplement, j'entends parfois aussi ce commentaire-là que c'est juste un buzz, c'est là pour passer. C'est un peu comme quelqu'un qui te disait au début que Internet, c'est juste un buzz, ça va passer. Là, Ma grand-mère disait ça. Elle disait que c'était l'instrument du diable, Internet. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Aujourd'hui, mettons, sans Internet à la maison, il y a une coupure de courant, il n'y a pas d'Internet, et puis tout le monde est comme... Déjà que les gens ne lisent plus. Ouais. Alors, quand il n'y a pas Internet, ils sont plus sur leur téléphone, ainsi de suite. C'est comme tout le monde est comme perdu. Ouais. D'accord? Moi, je pense que l'intelligence artificielle est là pour rester, qu'on le veuille ou non. Ouais. OK? Et pour moi, en tant qu'outil, c'est le meilleur outil, c'est la meilleure création en tant qu'outil pour n'importe quel business en ce moment. D'accord? Que tu mets ça au niveau technologie, au niveau, même dans toutes les sphères de la société en réalité, tu sais qu'au niveau médecine, au niveau économique, militaire, c'est dommage, mais ils utilisent énormément ça. Mais c'est un outil que si tu l'utilises, tu vas pouvoir scaler. Tu ne l'utilises pas, tu te fais écraser par ceux qui l'utilisent. Aussi simple que ça. Et dans mon domaine, à moi, dans le prêt privé, que ce soit le prêt privé, que ce soit dans le domaine bancaire, ça va revenir quasiment à la même chose. Au fait, moi, ce que j'ai vu avec l'intelligence artificielle, c'est que... Vas-y. Pas de gêne, vas-y. Tu as quasiment la même puissance de frappe qu'une banque aujourd'hui en tant que prêteur privé grâce à l'intelligence artificielle, si tu sais bien l'utiliser. Et ça, je pense que c'est une chose qu'il y a beaucoup de ceux qui font le prêt privé ne prennent pas le temps de s'asseoir puis de penser à ça. Tu sais, quand tu roules, on dirait que tu ne prends pas forcément le temps de voir qu'est-ce qui grouille autour de toi en ce moment pour réellement profiter de cette accélération. Passer un accélérateur extraordinaire. Ouais. Comme je te dis, en l'espace de quelques heures, tu peux abattre un travail qui te prenait normalement des mois, mais dans le prêt privé, c'est la même chose aujourd'hui. Okay? Tu as un système aujourd'hui, et ce système, on va le rendre disponible à tout le monde. OK? Je te donne un exemple. J'ai un client qui est un jeune ou même quelqu'un d'expérimenté qui veut faire un flip immobilier.
D'accord? Oui. Et habituellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des offres sur différentes propriétés. Finalement, ils ont une propriété intéressante. Là, ils vont, mettons, commencer à calculer combien je dois mettre dedans, qu'est-ce que je dois rénover pour pouvoir avoir le maximum de valorisation et combien est-ce que je devrais revendre pour avoir un profit, combien est-ce que le financement va me coûter, tout ça. Le système qu'on va donner aux gens à un moment donné, c'est que tu vas juste rentrer l'adresse de ta propriété et tout ça va être calculé. Ouais. Donc, toi, tu rentres une adresse et on te dit, OK, tu ne peux pas payer plus cher que ça, d'accord? Tu ne peux pas rénover plus que ça parce que ton marché, c'est ça qui va donner. Voici le type de prêt que tu peux avoir. Si tu vas dans une banque, si tu vas dans un prêteur privé, le prêteur privé va pouvoir te prêter ça en l'intérieur de 3 jours. La banque va prendre 60 jours pour te prêter, donc tu peux perdre l'opportunité. Si tu fais affaire avec le prêteur privé, voici ce que tu vas sortir. Ça va te coûter, si tu fais des travaux, ça va prendre, exemple, 1 mois des travaux. Et puis là, tu vas pouvoir le vendre à tel prix. Voici ton profit où tu peux le refinancer avec telle institution. Et même une liste d'institutions va t'être accordée avec les meilleurs profils possibles aussi. Ouais. Est-ce que tu vois un peu la bête qui est en ce moment? Donc, tu viens, tu dis, moi, je commence en immobilier, je ne suis pas un expert dedans, mais j'ai envie de commencer. Ou j'ai pris une formation et j'ai envie de commencer à faire un flip immobilier, ou j'ai envie de faire une acquisition, faire un repositionnement. Qu'est-ce que je fais? Tu rentres l'adresse, tu te crées un profil, tu rentres l'adresse et puis ton portfolio, en fait, ta recette t'est donnée totalement. OK? Ouais. Et tu sors avec ta recette, maintenant tu décides. Est-ce que je l'applique ou je peux même flipper la recette? Ouais. Donc, tu n'as même pas besoin de rentrer dans les travaux. Tu peux flipper ta recette à quelqu'un d'autre. Ouais. Ou, mettons, prendre cette recette-là et dire, OK, c'est avec ça que je vais aller. Donc, je peux avoir le prêt privé, je peux tout avoir, je sais comment, où sortir tout. Maintenant, qui va faire mes travaux? Et c'est là que tu tombes dans un réseau, exemple comme dans Imo Performance, où tu as une panoplie d'entrepreneurs, une panoplie de gens qui travaillent là-dedans et on te dit, même est-ce que tu as envie d'être référé par des entrepreneurs? Oui, ta recette est envoyée aux entrepreneurs qui te font une soumission. En fait, tu es chez toi avec ton téléphone ou ton ordinateur et puis tu as déjà la formule qui se calcule. C'est ça qu'on aborde dans le marché. Tu touches un point important. Parce que c'est sûr que l'intelligence artificielle n'est pas appelée, c'est pas un buzz, c'est pas appelé à diminuer, c'est appelé à augmenter. Puis j'écoutais une émission d'actualité scientifique l'autre jour, puis on disait que même l'humain le plus néophyte, qui a une idée, est capable de remplacer toutes les applications qui existent sur la Terre, que les gens paient pour s'abonner, paient pour avoir, est capable de remplacer en travaillant avec l'intelligence artificielle pour créer ses propres applications qui vont être aussi performantes, sinon plus, que celles existantes. Oui, absolument. Absolument. J'ai un ami en ce moment, celui qui travaille la plateforme, il est programmeur. Il me dit, Vidal, si je reste dans ma mentalité de programmeur, j'ai plus de job. Et non, c'est terminé. J'ai plus de job. Donc, ce que lui, il a fait, c'est que, écoute, quand je vois ce qu'il fait, je fais comme, wow. Il a vraiment scalé la chose. Ouais. D'accord? Il a pris, il travaille avec Claude AI, Perplexity, et puis tout, Grok et compagnie. Il intègre tous et il crée des agents dans chacun. OK? Ouais. Et maintenant, lui, quand il lance une commande, c'est que les agents se parlent entre eux pour créer ce qu'il a envie d'avoir. Ouais. Mais l'avantage, c'est que vu que lui, il connaît son domaine aussi, il est capable de lire aussi, puis de voir la progression, puis tu sais, comme de corriger certaines choses aussi. Mettons un néophyte. Moi, exemple, je n'irais pas comme m'inventer dans ce qu'il fait, d'accord? Ouais. Si tu m'amènes quelque chose, l'intelligence artificielle qui pour m'accompagner dans le prêt privé, pour moi, c'est clac, clac, clac. Tu sais, je comprends, quand il me sort des métriques, je sais quel langage il parle. Ouais. Un peu comme les médecins dans quelques années, leur rôle, ça va être quoi? Ouais. Tu sais, je fais juste une parenthèse, comme en Chine, en ce moment, ils installent des cabines téléphoniques médecins, là, ouais. où tu viens, tu rentres dans la cabine et puis il te fait quasiment ton check-up 360 en l'espace de quelques minutes. Il te sort, mettons, ta pression, il te sort ta fréquence cardiaque, il te sort la totalité même. Ouais. Il peut même faire des tests sanguins et puis te faire des recommandations. Et si tu dois aller voir un médecin, il t'envoie déjà directement chez le médecin. Donc, t'imagines un peu? Tu es et c'est comme une cabine téléphonique. Et ça va s'appliquer dans différents domaines. Dans mon domaine à moi, la façon dont je le vois, c'est ce que je viens de te décrire là. Tu sais, c'est comme un one-stop shop où tu viens, tu as avec une adresse et le portrait global te sort. Ouais. Et même si la meilleure stratégie, c'est de raser la bâtisse pour construire à neuf, il va te le dire aussi. Oui, puis ce que tu soulèves, il y a plusieurs points dans ce que tu soulèves, mais tu sais, la ville de Shenzhen en Chine, c'est une ville laboratoire. Puis les gens qui nous écoutent, là, si vous avez l'occasion, allez voir les reportages sur la ville de Shenzhen en Chine. C'est tout près de
25 des taxis qui sont entièrement autonomes. OK? Puis, il n'y a plus de cartes avec des puces électroniques pour payer. C'est la reconnaissance faciale. On entraîne des robots, on entraîne de l'intelligence artificielle. Il y a même un robot cuisinier, puis il y a des robots qui grimpent des montagnes. Donc, tu sais, on est rendu très loin. Mais quand on parle d'intelligence artificielle comme ça fait peur à beaucoup de gens. Oui. OK? Donc, une forme de déshumanisation des marchés, des relations. Mais comment, toi, tu t'attends d'utiliser l'intelligence artificielle? Mais quel espace il va avoir? Puis quel est l'espace de l'humain à l'intérieur d'Aurore Capital? L'humain reste l'humain. Tu sais, l'humain a besoin de l'être humain. Nous sommes des êtres qui ont besoin de vivre en communauté. Et la chaleur humaine, moi, je pense que c'est ce qui va avoir le plus de valeur dans notre société dans les années à venir. Tu sais, la chaleur humaine. D'accord? Parce que tout le reste va être déshumanisé. On peut dire ça comme ça? Déshumanisé. Je te dirais, regarde, je te remets juste dans le contexte de Aurore Capital, OK? Dans une compagnie comme la mienne. Tout ce qui va être analyse, recherche et tout ça, je n'ai pas besoin d'être humain pour le faire. D'accord? Parce que juste avec ma machine, je vais être capable de me connecter à tous les systèmes et tout avoir instantanément. Un être humain me prendrait des heures à le faire. D'accord? Instantanément, j'ai tout ça. Mais derrière tout ça, derrière l'argent, derrière tout ce qu'on crée, c'est l'être humain. Sans être humain, tout ça n'a aucune valeur. Zéro plus une barre. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je veux dire, tu peux avoir, mettons, $1 milliard sur une île déserte. Bonne chance. Tu as besoin de l'être humain. Donc, l'être humain reste toujours au cœur. Et si on fait ça, c'est pour l'être humain, justement. Moi, je pense que l'intelligence artificielle est là pour nous décharger de toutes les choses qui nous consomment de l'énergie pour absolument rien. D'accord? Qu'on puisse mettre cette énergie dans des choses qui ont plus de valeur pour l'être humain. Toujours. Moi, je pense qu'il faut toujours garder en tête pour l'être humain. Pourquoi on le fait? Pour l'être humain. Et moi, j'en rajoute une couche par-dessus ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle est là, elle fait partie du savoir, puis elle fait partie du savoir-faire. Et moi, ce que je trouve, c'est que ça va augmenter la valorisation de l'être humain à l'intérieur de tous les processus. Oui. Parce que c'est l'être humain qui se doit de gérer l'intelligence artificielle comme un outil, comme une ressource, OK? Mais ça va donner de plus en plus de place, puis ça va donner des meilleurs emplois pour l'humain, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui sont sur le point de naître. Là. Absolument. Okay? Absolument. Ça, c'est important. Quand même, il y a beaucoup d'autres qui vont disparaître, mais tu sais, en même temps, tu apportes un point ici. En même temps, ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle, si tu te rappelles le film Terminator, on a peur de Skynet. Okay? Et c'est une peur qui est réelle. Ah oui. C'est une peur qui est réelle. Donc, oui, il y a beaucoup d'avantages avec l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Alors, de deux choses l'une. Tu peux prendre cette peur, la mettre devant toi, t'arrêter et dire « Non, ça va être dangereux, donc j'y touche pas. » Ou tu dis « Ok, il est là, je l'apprends au mieux que je peux, je l'utilise au mieux que je peux pour savoir. » Parce que si jamais il se met à changer, vu que tu l'utilises, tu le connais, tu vas voir les changements qu'il va avoir. Sinon, tu vas juste être pris de court, puis tu vas avoir un Terminator, un T-1000 débarquer dans ta ville un jour ou l'autre. Parce que ça va arriver. Ça va arriver, tu sais. Comme tu le dis, il y a des cuisiniers robots, il y a des militaires robots aussi. Oui. Il y a des chiens robots aussi. Donc, tôt ou tard, ça va arriver, mais mieux tu maîtrises la chose, mieux tu vas tirer ton épingle du jeu. Donc, je pense qu'en ce moment, il devrait même introduire ça dans les écoles et ainsi de suite, parce que c'est des choses de l'avenir. Au lieu de garder l'exemple des enfants, c'est encore une digression aussi, mais garder les enfants dans des matières qui emboulent finalement leur servir absolument à rien, parce qu'ils vont arriver là, tu as appris à faire la programmation, tu as appris ci, tu as appris ça, puis tu arrives sur le marché du travail, mais on te dit, mais ça n'existe pas, toi tu fais quoi là? Il n'y a plus de job là-dedans. Non, il n'y a plus de job là, il n'y a plus rien. Ça va te prendre la journée à le faire, et puis l'intelligence artificielle va le faire en 10 secondes. Pourquoi? Mais là, on laisse ensemble nos enfants aller vers ça. Mais c'est peut-être venu trop vite. On n'a pas eu le temps de nous réajuster. Par contre, il faudrait que nos instruments soient capables de se réajuster beaucoup plus rapidement. Et d'apprendre, je pense que c'est un défi pour l'humain, d'apprendre à cohabiter avec l'évolution qui se fait. J'arrive sur le prêt privé. Vas-y. OK, le fameux prêt privé qui, pour beaucoup de gens au Québec, puis ici ailleurs dans le monde, mais ailleurs au Canada, le prêt privé est vu comme étant risqué, comme étant douteux, comme étant peut-être frivole. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu vulgariserais le prêt privé puis rendre ça accessible au niveau de la compréhension que Vidal a du prêt privé? Puis,
peut-être de démolir certains préjugés face aux prêts privés. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, c'est très simple. C'est une excellente question, je te remercie. Mais c'est très, très simple. Dans la société, les gens ont confiance en leur médecin, même si aujourd'hui, beaucoup débarquent chez le médecin avec déjà ce que ChatGPT leur a dit pour dire au médecin quoi faire et tout. Et après ça, les gens, même si la confiance s'effrite un petit peu, confient leur argent aux banques. Ouais. Je connais personne au Québec ou dans une société avancée qui n'a pas un compte de banque. Oui, tout le monde. Tout le monde a un compte de banque. Tout le monde épargne. Et quand on épargne, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir plus de rendement que l'inflation, n'est-ce pas? Même si l'inflation, les gens n'en parlent pas en général, pourtant c'est le plus gros ennemi de notre argent, c'est l'inflation. Ouais. Okay? La perte de cette valeur d'argent année après année, on se fait bouffer par l'inflation. Okay? On dit les prix augmentent, non, c'est pas vrai, les prix n'augmentent pas, c'est la valeur de l'argent qui diminue. L'argent peut acheter de moins en moins de choses. D'accord? Donc, tout le monde met l'argent dans les banques et tout le monde veut un rendement sur son argent. Mais en réalité, le prêt privé, tout ce qu'il fait, c'est qu'il limite la banque. Le prêt privé, c'est des gens qui ont vu la formule de la banque. La banque fonctionne de cette manière-là, d'accord? La banque est sécuritaire. La banque fait toujours des profits. Sauf que les banques sont régies par le gouvernement, d'accord? Oui. Mais tu peux utiliser exactement le même principe de la banque, être la banque aussi, et ne pas être dirigé par le gouvernement. OK? C'est aussi simple que ça, là. C'est qu'on applique un principe qui existe depuis des millénaires, depuis la nuit des temps. Depuis que les banques existent, c'est ce même principe que les banques utilisent jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, ils ont créé plein de trucs pour avoir des frais à gauche, à droite et tout ça. Et on a créé aussi ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Okay? Ce qui permet à une banque, tu fais un dépôt de 10 000 $, elle peut prêter jusqu'à 90 000 $. Ouais. D'accord? Et même avant la crise financière, il pouvait aller au-delà, il pouvait aller même 50 fois ce montant-là. Mais ce principe aussi, le prêteur privé pourrait le faire. On ne le fait pas, mais pourrait le faire aussi. D'accord? Le principe du prêt privé, c'est juste imiter la banque. C'est juste être une banque privée, ça finit là. Il y a rien de plus que ça en réalité. Il n'y a rien de louche là-dedans. Il n'y a rien de louche là-dedans. C'est que au lieu que la personne aille voir une banque pour prêter pour un projet, la personne vient te voir et toi, tu prêtes et tu joues le rôle de la banque. Pourquoi est-ce que maintenant les gens viennent te voir? Ça, c'est souvent la question qui revient souvent. Mais pourquoi quelqu'un viendrait te voir alors que tes taux sont plus élevés que les taux de la banque? Parce que je peux sortir les capitaux à l'intérieur de 3 jours, 1 semaine. Pour le même projet, la banque va te sortir les capitaux en 30, 60, 90 jours. Oui, peut-être même plus. Peut-être même plus. Écoute, j'accompagne des gens pour faire des acquisitions immobilières. J'ai un ami que j'avais poussé à l'époque à acheter un triplex. Il s'est acheté un triplex. Célibataire, pas d'enfant. Acheter une maison, pourquoi faire? Achète-toi un triplex. Vis dans une unité, loue les 2 autres unités. C'est ce qu'il a fait. Quelques années plus tard, il a refinancé son triplex. Il a sorti, écoute, plus que ce qu'il avait mis au départ pour acheter le triplex. Et là, il utilise maintenant cet argent pour acheter un 6 logements. Ouais. Et il est parti, là. Et il continue. Le financement a pris quasiment 1 année. Et ça, c'est pour quelqu'un qui achète pour garder. Mettons quelqu'un qui fait des flips immobiliers. Tu trouves une belle opportunité sur le marché. Tu dois l'acheter rapidement pour le rénover et puis le revendre. Mais acheter rapidement, c'est quoi? C'est que tu débarques sur quelqu'un qui a je dis n'importe quoi, une maison, d'accord? Une maison à vendre, une succession, exemple. François Deschamps arrive sur la succession, dit « La maison m'intéresse, la maison vaut 700 000, ils sont prêts à vendre à 500 000 ou à 450 000. » François Deschamps dit « J'achète la maison conditionnement au financement de la banque, ça peut prendre, mettons, 3 à 6 mois. D'accord? Mettons, soyons généreux, 3 mois de financement. C'est bon? Ouais. Ou François débarque, qui dit la maison m'intéresse, je te donne 425 000 cash. On passe chez le notaire la semaine prochaine. Ou on passe chez le notaire demain. Il y a des opportunités qui n'attendent pas. Exact. Donc, le prêteur privé, c'est ça son rôle. Pouvoir remplir cette portion que la banque ne peut pas remplir. Parce que la banque ne va pas financer ton flip. La banque ne finance pas le flip. Non. Tu dis à une banque, j'achète pour rénover et revendre. La banque te dit, continue ton chemin, va marcher 1 heure. Tu comprends? Et respire à fond. Va respirer un petit peu. Là. Le prêteur privé, son rôle, c'est ça, c'est de remplir ce gap-là. Et le prêteur privé va te prêter pour que tu achètes, que tu rénoves. Et après ça, si tu veux le garder, tu le refinances avec la banque. En fait, en réalité, le prêteur privé, c'est l'un des meilleurs partenaires de la banque. Ouais. On remplit un gap que la banque ne peut pas remplir. Et pas parce que la banque ne veut pas, mais c'est à cause de sa charte. Ouais.
La charte l'empêche de faire ce type de transaction-là. Donc, le prêteur privé le remplit. Après ça, la banque prend le relais. Quand la banque prend le relais, le prêteur privé est remboursé, puis c'est tout. Puis le prêt privé, c'est réglementé aussi. Là. Oui. C'est réglementé. Oui, absolument. Donc, tout comme les banques, tout comme je te dirais que domaines. dans le prêt privé, tu as quand même mais c'est toi qui fais les règles. Ouais. D'accord? C'est Rothschild qui disait permets-moi d'émettre l'argent d'une nation, puis je m'en fous totalement de qui gère cette nation. Ouais. Et il parlait de ça à l'époque par rapport à la couronne d'Angleterre. Oui. Parce que les Rothschild avaient financé la couronne d'Angleterre à l'époque. Ouais. D'accord? Et donc, quand on lui disait il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire, il dit m'en fous complètement parce que je finance. En gros, c'est ça qu'il voulait dire. Je finance l'Angleterre, donc je peux dire ce que je veux. Il dit permets-moi d'émettre l'argent d'une nation, puis je m'en fous totalement qui gère cette nation. Donc, quand tu es prêteur privé, tu es la banque. C'est toi qui fais les règles. Exemple, tu dis, une bâtisse vaut 100 000, mais je ne prête pas plus que 70 000 dessus. Il n'y a personne qui va venir te forcer à prêter 90 000, 95 000 dessus. Là. Ouais. Non, tu restes à 70 000 parce que tu sais que le 30% que tu laisses, c'est ton buffer, c'est ta marge de sécurité. Si ça va mal, tu es capable de revendre la maison à 75 000 ou à 80 000 et puis tu récupères ton argent. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pas eu de perte. Tantôt, tu m'as dit, j'ai pas eu de perte. Moi, personnellement, Vidal, j'ai eu des pertes, mais j'ai pas eu de perte de capitaux. De capitaux. Capitaux d'investisseurs. Jamais. Ouais. Jamais. En presque 14 ans. Ouais. C'est bon. Dis-moi, question pour toi. On a notre ami Frédéric qui est ici, là, qui travaille avec nous. Là. Puis Frédéric, il a 100 000 à investir, là, puis il pense mettre ça à la banque à du 3 là. Tu lui dirais quoi, Frédéric? Là? Ça dépend quelle est la situation de Frédéric. Okay. Parce que vois-tu, au Québec, mais pas juste au Québec, oui, restons au Québec pour l'instant. Au Québec, il y a ce qu'on appelle l'autorité des marchés financiers. Comme à Frédéric, en ce moment, je ne peux pas aller me retourner puis le conseiller, lui dire place ton argent à tel endroit, parce que ce serait comme agir comme conseiller. Okay? Ouais. Par contre, tu peux dire, moi, c'est ce que je ferais. D'accord? Ouais. Et si Frédéric est ce qu'on appelle un investisseur qualifié ou accrédité au sens de la loi, donc quelqu'un qui gagne 200 000 et plus par année, ou quelqu'un qui a des activités de 1 million, je peux amener Frédéric dans une situation de prêt privé. Lui proposer des investissements en immobilier, lui proposer de faire du prêt privé garanti par l'immobilier. Parce qu'en fait, le capital est garanti et sécurisé par l'immobilier. Ouais. Quand tu mets 100 000, tu prends une hypothèque dessus. Exactement comme la banque. Tu fais la même chose que la banque. Lorsque la banque finance une maison, un multilogement, elle prend une hypothèque. L'hypothèque protège le capital de Frédéric. Tu me suis? Mais pour ça, il faut que Frédéric soit ce qu'on appelle un investisseur qualifié. Ou alors, il va falloir que le prêteur privé ou que la compagnie soit enregistrée auprès de l'AMF pour utiliser un règlement qui permet de travailler avec quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui pourrait être quelqu'un qui est un investisseur admissible. Mais tu vois, Aura Capital travaille principalement avec des investisseurs qualifiés uniquement. Donc, des gens qui gagnent 200 000 et plus par année, seuls, ou en couple, c'est 300 000 et plus, ou qui ont des actifs de plus de $1 million. Ouais. Okay. Ça. Tu sais, on a parlé à quelques reprises que dans tes 13-14 ans, personnellement, oui, tu as pu avoir des transactions dans lesquelles tu as pu perdre de l'argent, mais l'argent que tu as utilisé dans le prêt privé, il n'y a jamais eu de perte. Non. Mais quelles sont les 3 règles de base pour réussir à avoir cette équation-là de 0 perte sur toutes les transactions que tu as pu faire? Très simple. Les règles de base du prêteur privé. Vas-y. Les règles de base de la banque. Le prêt privé, comme la banque, c'est un business de sécurité, avant tout. Okay. Sécurité. Et j'en ai parlé tantôt quand je faisais l'exemple avec la personne qui flippait la maison. La première règle de base, c'est toujours respecter ton ratio prix-valeur. Donc, tu dois d'abord savoir combien vaut, la maison, combien vaut l'actif, et tu prêtes toujours en dessous de la valeur de l'actif. Moi, c'est 70% et moins. OK. D'accord? 70% et moins, mettons quelque chose qui vaut 100 000 ou 1 million, mais tu prêtes pas plus que 700 000. OK. Donc, tu dois rester à 70% et moins de ratio prix-valeur. Tu dois toujours te garder un buffer de sécurité. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Le marché. Le marché. Exemple, il y a une crise financière qui nous tombe sur la tête. J'irai pas là-dedans. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, pas aujourd'hui. Parce que là, c'est le sujet d'un autre podcast. Ça va partir sur autre chose, là. C'est le sujet d'un autre podcast, ça. It's gonna be huge. Mais, admettons une crise qui nous tombe sur la tête, OK? Mais il faudrait que le marché tombe de plus de 30% pour que le capital commence à être affecté. Ouais. Ça, tu me suis. Et c'est ça, ta marge de sécurité. Une banque traditionnelle va prendre parfois 80, 85, 90, 95% de risque.
le prêteur privé s'arrête à 70%. Il y en a qui vont à 75%. OK? Dans certains deals, je suis allé à 75% parce que j'ai pris un autre collatéral à côté. Dans la première règle, c'est ça, respecter ton ratio prix-valeur. OK? La deuxième des choses, ne jamais, jamais, au grand jamais, donner l'argent directement au client. Jamais. Passe toujours par un notaire. Je transfère l'argent en fidéicommis chez le notaire. Le notaire prend l'hypothèque, fait signer les contrats, débourse l'argent au client. Ouais. Lorsque le client me rembourse, il ne me rembourse pas moi directement. Il envoie l'argent en fidéicommis chez le notaire. Le notaire me fait signer la main levée, me retransfère les capitaux. Ça, c'est la deuxième règle. Et tu ne passes pas outre Non ça. négociable. Non négociable. 1, 2. D'accord? Troisième règle, ce qui m'a permis de sauver souvent lorsque... c'est arrivé 3 fois, je te dirais, en 14 ans que j'ai des dossiers qui ont vraiment mal tourné avec des clients, mais on a réussi à récupérer des capitaux et tout. Reste humain. Ouais. Reste humain. C'est incontournable. OK? Et les dossiers qui ont mal tourné, moi, chaque fois que, mettons, un client est en défaut, je m'assois avec le client. Je fais une mise en situation. Voici où est-ce qu'on est rendu. Alors, un prêteur privé, il a le choix de faire ce qu'on appelle une prise en paiement. Dans sa vie, qu'en fait, je fais un préavis de 60 jours et puis en bout, j'ai un jugement, je récupère. Et puis quand je récupère, toi, tu perds tout. Ouais. Il ne te reste plus rien. D'accord? Si jamais je me rends compte que la valeur a baissé, que je vais perdre l'argent, je fais ce qu'on a fait une vente sous contrôle de justice. Donc, c'est la justice qui vend. Et après ça, s'il y a une perte, mais la perte tombe sur toi personnellement. Donc, soit tu m'embosses ou tu fais faillite. OK? À ce moment-là, moi, je déclare la perte dans mes choses. Mais moi, j'ai toujours dit, mais il y a une troisième solution aussi. C'est le GBS, le gros bon sens. Exact. Ma troisième solution que j'ai toujours appliquée, je m'assois avec le client, je fais, écoute, voici on est rendu, tu ne peux plus payer et je le sais et tu le sais. Voici ce qu'on va faire. On va vendre l'actif tous les deux. On met l'actif en vente, on vend l'actif, l'argent rentre, je récupère moi mon capital puis les intérêts courus et puis le reste de l'argent te revient. Je n'ai pas à faire ça. Au lieu de tout perdre. Exact. Je n'ai pas à faire ça. Et c'est une méthode, au lieu de te faire un nom et une réputation de requin de la finance, OK? Là, à ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui est humain à l'intérieur de ses relations puis qui est compréhensible. Exact. Et tu sais quoi? J'ai fait ça avec 2 clients et ces clients m'ont référé des clients. Ouais, je suis sûr. Tout le long. Et jusqu'aujourd'hui, on se parle encore. Ouais. On se voit, on prend des cafés, on discute. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Souvent, ce qui est malheureux, c'est quand on tombe dans ce milieu, parce que dans le milieu du prêt privé comme le milieu financier, quand on parle d'argent, on dirait qu'on a tendance à mettre l'être humain à la frontière, sur le bord, et qu'au centre, il n'y a que l'argent. Non, moi, je pense qu'au centre, l'être humain doit rester. Et l'argent travaille. L'argent est un outil, l'un des outils les plus puissants qu'on a entre les mains. Mais l'argent n'est pas le centre de tout. Mais il faut que ça reste. Il faut par contre prendre conscience que c'est l'outil le plus puissant qu'on a entre les mains. Ouais. Intelligence artificielle, tout ça, OK, converge autour de l'argent aussi. Ouais. Comment tu l'utilises? Qu'est-ce que tu fais avec? Là, ça, c'est très important. Oui. Tu as soulevé tantôt, on a abordé brièvement parce que j'avais des questions en réserve pour toi. Là, on a parlé de IMO Performance. Oui. OK? Donc, IMO Performance, tu es le cofondateur de IMO Performance. IMO Performance, qui est un réseau, qui est un groupe de personnes qui s'associent en lien avec un sujet, l'investissement immobilier. OK? Mais comment Aura Capital cohabite avec IMO Performance? C'est quoi les liens, les possibilités, les opportunités entre les deux? Beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Déjà, juste la vision que je te donne tantôt d'Aura Capital, c'est comme juste un endroit où tu mets une adresse et puis tu as comme toute la solution, tu as la recette totale de ta transaction. IMO Performance, c'est un écosystème. D'accord? Ce n'est pas juste pour les investisseurs immobiliers, c'est vraiment pour tout ce qui touche à l'immobilier. Tu as une maison, tu as un appartement, tu touches à l'immobilier. OK? Même si des gens qui disent, moi, je n'ai pas d'immobilier, ouais, mais tu habites où? Tu n'habites pas dans un appartement? Tu payes ton loyer? Savais-tu que le loyer, c'est l'immobilier? Si tu investis en immobilier, pas pour toi, mais pour la personne qui possède l'immeuble. Ouais. Donc, juste s'intéresser à l'immobilier, IMO Performance est là pour ça. Donc, IMO Performance, c'est vraiment pour tous les fournisseurs de matériaux, les fournisseurs de services, les investisseurs, tout ce qui touche à l'écosystème immobilier. C'est pour ça qu'IMO Performance a été créé. C'est un hub central. Et même dans IMO Performance, je te parlais tout à l'heure de ma formation que je donnais en prêt privé.
va être dans la plateforme d'Imo Performance aussi, accessible à tout le monde. Donc, les gens qui veulent apprendre, exemple, le prêt privé vont avoir accès à ça. C'est une grande plus-value, ça. Oh oui, énorme. Écoute, c'est énorme. Écoute, moi, quand j'ai pris cette formation, j'avais payé, je pense, à l'époque, c'était 12 000 US. Ouais. D'accord? 12 000 US. Puis de créer ta propre formation, puis tu la rends disponible. Exact. Je la rends disponible dans la plateforme Imo Performance. Mais en même temps aussi, mon rôle, mon objectif, c'est d'amener la compagnie à 1 milliard. La compagnie Aura Capital. Ouais. Si je mets ça à 1 milliard, il faut que le maximum de monde soit formé dans le prêt privé. Parce que ça, c'est une des règles que je me suis donnée pour Aura Capital. Il n'y a personne qui met $1 dans un prêt privé avec Aura Capital si elle n'a pas eu la formation. Good. Personne. Éthique. Donc, moi, avant que tu deviennes comme un prêteur privé, il faut que tu connaisses le prêt privé. Que tu saches qu'est-ce qu'il y a dans un prêt privé. Qu'est-ce qu'on fait comment on analyse un prêt privé. Comprends le prêt privé. Là, maintenant, tu investis. Quand tu comprends la chose dans laquelle tu investis, tu diminues ton risque. Il ne faut pas juste que les gens voient ça comme un coup d'argent rapide. Tous ceux qui voient ça comme un coup d'argent rapide, mais qui ne veulent pas s'éduquer, ça ne m'intéresse pas. I don't need you. Ouais. OK? On va bâtir avec des gens qui veulent comprendre ce qu'ils font et qui le font pour les bonnes raisons. Alors, dans Imo Performance, c'est cet écosystème-là qu'on va avoir. Dans l'acquisition immobilière, on va avoir des services et tout. Donc, Aura Capital va être comme un partenaire qui va venir fournir et des opportunités aux gens dans l'écosystème. Et l'écosystème va fournir des clients aussi et des investisseurs à Aura Capital. Donc, je vois ça plus comme une symbiose, en fait. OK. Alors, dans Imo Performance, oui, je suis un des cofondateurs, mais l'idée réelle vient de Denis Perrault, qui est le fondateur de Groupe Performance. Et lui et moi, on avait discuté il y a bien avant de cela. On a parlé justement d'une université performance, qu'on a appelée. Je ne sais même pas s'il s'en souvient. On a parlé de ça, on était au Normandin sur Bouvier. Et je lui ai dit, Denis, non, on peut aller plus loin, on peut créer l'université performance. Il dit, comment ça? Là, je lui explique les trucs. Il dit, c'est pas fou. Ouais. Et puis plus tard, il m'a dit, écoute, j'ai toujours rêvé d'avoir mon groupe à moi, tu sais, comme d'immobilier, Et puis là, c'est parti. Puis après, il est arrivé, il a dit, on pourrait créer le groupe Imo Performance. Ça s'appelait au départ. Et après ça, il fallait comme joindre des gens tout autour de la table pour bâtir quelque chose de vraiment gros. C'est pas juste ça, parce que Denis est très, très occupé aussi, puis moi aussi. Donc, il nous fallait d'autres personnes pour... Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Puis Denis, je pense que... Et je remercie l'univers. Lui, je ne l'ai pas manifesté, mais je l'ai peut-être manifesté sans le savoir. Très possible. Mais je le connais depuis plus d'une dizaine d'années. Tu sais, on s'était connus, on s'est perdu de vue et puis on s'est retrouvés. Ouais. Et sincèrement, je pense que c'est l'un des meilleurs génies marketing que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Ouais. Pour vrai, là. Ouais. Tu mets un verre sur la table, tu dis à Denis, je ne sais pas comment vendre ce verre-là. Denis va te sortir 10 000 moyens de le faire. Ouais. Et des moyens, tu fais comme, comment tu as pensé à ça? Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Juste extraordinaire. Donc, tous les gens qui joignent le groupe Performance ou le groupe Imo Performance, mais ils vont avoir accès à ce type de formation aussi à l'intérieur. Quoi. Tu parles souvent de philosophie stoïque dans ton approche d'affaires. Okay? Ouais. Mais comment ça vient t'impacter dans tes actions, dans tes décisions, au niveau de ta relation client puis de la gestion de l'argent des clients? Je te dirais, c'est une excellente question. C'est venu seul, en réalité. Je pense que, ayant vécu des coups durs, d'accord, à un moment donné, tu te retrouves au pied du mur et puis tu cherches à comprendre toi aussi. Ouais. Et veux pas lorsque tu es seul, d'accord, parce que tout entrepreneur, à un moment donné, se retrouve dans une genre de solitude, ouais. Ou même souvent, l'entrepreneur est souvent seul. Ouais. Quand il ne s'entoure pas d'un mastermind, ou mettons, moi aujourd'hui, je suis content parce que j'ai toi, j'ai Denis, j'ai d'autres personnes, j'ai Alex autour de moi. Mais pendant un certain moment de ta vie, tu es seul. Et quand tu es seul, tu cherches des repères. Ouais. D'accord? En cherchant des repères, je me suis retrouvé que j'ai retrouvé mon calme, ou je l'ai plutôt créé mon calme, quand j'ai connecté avec la philosophie du Bouddha, ou j'ai connecté avec Marc Aurèle. OK? Et tous ces gens-là, ce qu'ils m'ont appris, c'était le détachement. Fonce vers quelque chose, mais détache-toi du résultat. Ouais. Et ça, c'est une chose que ça m'a pris des années aussi à acquérir. Et le choc, être rentré dans des murs, que ce soit financier, que ce soit personnel et tout, ouais. Ça m'a appris justement à me détacher du résultat. Et quand je me suis détaché du résultat, il me semble que je voyais beaucoup plus clair
sais, les émotions n'étaient pas dedans dans tout ce que Ouais. je faisais. Je veux donner le meilleur de moi à chaque instant, tu sais, mais si tu me dis pas merci, je l'ai pas fait pour que tu me dises merci. Ouais. Je l'ai fait parce que je savais que c'était la bonne chose à faire. Ça finit là. Et tu l'as fait pour toi. Oui, et je l'ai fait pour moi, exactement. Donc, et j'ai épousé cette philosophie justement stoïque là. Ouais. Et je fonctionne avec ça maintenant tous les jours de ma vie, quoi, tous les jours. Et puis tu vois, je me suis trouvé des choses justement pour m'accompagner, toujours pour me rappeler du moment présent. Parce que avant, étant un cheval de course, je voyais toujours l'objectif. Ouais. Tu sais, je cours, tu comprends? Mais l'objectif, c'est un rêve vers lequel tu vas. Le moment présent, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qui est réel. Le passé est fini. C'est hier. Exact. C'est hier. Exact. Donc, cette philosophie stoïque me permet justement de rester dans le moment présent. On continue. Dis-moi, tu gères de l'argent, OK? Des dizaines de millions de dollars, bientôt 1 milliard, OK? D'investisseurs. OK? C'est quoi la plus grande peur qui peut t'habiter à gérer l'argent des autres? OK? Puis à quelque part, es-tu capable de dormir la nuit? Oui. Oui? Tu es Je capable dors de dormir la nuit? Oui. Oh, oui. Donc, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Ouais. Sincèrement, je pense que ma plus grande peur n'est pas reliée aux affaires. Non? Non. Non, ma plus grande... Non, pas du tout. Tu sais, je me suis toujours dit que l'argent, c'est un outil super important, mais c'est quelque chose que tu peux toujours refaire. Comme je pense que dans notre premier podcast, je l'avais dit, on peut tout m'enlever. Ouais. Je peux tout perdre aujourd'hui. Absolument tout. Tant que j'ai ça, ouais. Je vais recommencer. Moi, je me souviens, tu as fait le même geste. Parce que c'est ancré en moi, c'est dans mon ADN, ça. Ouais. OK? Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Je n'ai pas été élevé dans une famille d'entrepreneurs. Tu sais, oui, mon père était entrepreneur, mais un entrepreneur très conservateur. Okay. Par contre, il me disait, tu veux être riche, travaille pas pour quelqu'un, crée ta propre compagnie. Ouais. Mais en même temps, il était très conservateur aussi. Tu comprends? Donc, j'ai développé ça grâce au réseautage, grâce aux gens autour de moi, grâce à Dale Carnegie, grâce à Napoleon Hill, grâce à Jim Rohn, ainsi de suite, grâce à Robert Kiyosaki. Mais ma plus grande peur, je pense que ma plus grande peur, ce serait plus des vies humaines. OK. Mais est-ce que je dois appeler ça vraiment comme une peur? Je ne sais pas. Oui, c'est une peur. C'est une peur. Veux pas, tu sais, même si je sais que tu n'as aucun pouvoir dessus, ça reste une peur pareille. Ouais. Tu sais, ce serait plus relié aux enfants. Tu sais, ce que tu veux, c'est que tes enfants te survivent. Ouais. Je pense que la plus grande peur, moi, dans ma vie aujourd'hui, ce serait que, exemple, qu'un de mes enfants parte avant moi. Ouais. Je pense que c'est ma plus grosse phobie, au fait. Ouais. Mais à part ça, tout le reste... Pas dans le domaine de gestion de l'argent, d'investissement immobilier. Non, tu sais, je sais que quand j'investis, je prends des risques. Ouais. Et quand tu risques, tu peux perdre quand tu peux gagner. Ouais. Tu t'organises à avoir les meilleures possibilités, les meilleures odds de ton côté pour réussir. Mais il y a toujours un 2-3%, un 5%. Exemple ici, dans le prêt privé, un 30% que tu perdes. Ouais. D'accord? Mais à part ça, tu sais que tu vas gagner, tu vas perdre. Ça va arriver. Tu connais certainement la citation de Nelson Mandela. Laquelle? Soit je gagne, soit j'apprends. J'apprends. C'est une réalité aussi. Oh oui, absolument. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Et ça, je pense que c'est la mentalité de la plupart des entrepreneurs que j'admire énormément. C'est ce langage-là qui tienne aussi. Ouais. Vidal, il n'y a pas d'échec. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais tu continues d'avancer. Mais tu es déjà mieux positionné que tu l'étais quand tu as commencé l'aventure. Ouais. Et ça est resté avec moi aussi. Je pense que le dernier qui m'a sorti ça, c'était Bernard Tétu. Ah oui. Oh, écoute, je pense que c'est l'un des gars les plus extraordinaires que j'ai rencontré à Québec. Je ne sais pas si tu connais la compagnie Dimonov. Oui. OK? Simple. Je l'ai rencontré quand on était à l'Aube-Rivière. Il avait épluché des patates. On épluchait des patates pour faire la soupe, tu sais, la soupe populaire. Ouais. Et je vois un gars là, tu sais, en jean, t-shirt simple, tu sais, discret. Low profile. Low profile. Et on se met à discuter, on parle de tout, de rien, on rigole. Et puis, putain, je dis, tu fais quoi, Bernard? Et puis, lui, il me parle, Dimonov. Personnellement, je ne connaissais pas Dimonov. Puis après, il me parle. Il m'explique. Et plus il m'explique, plus je le regarde.
Puis, j'ai pas vu, mais j'imaginais la chose. Je fais, mais voyons, ça se peut pas. Mais c'était lui. Et après, quand je suis allé vérifier, je fais, oh, je l'ai rencontré à son bureau, low profile. Ouais, c'est ça. Et puis, il m'a appris quelque chose cette journée-là qui est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui, François. D'accord? Et je pense que c'est l'une des choses qui a généré dans mon esprit lorsque j'ai commencé à penser intelligence artificielle Aura Capital. Ouais. Tu sais, son bureau, c'est à air ouvert. Un peu comme les gens imaginent le bureau de Google à l'époque, OK? C'est à air ouvert. Oui, il a un bureau fermé, mais vitré. Donc, il m'a reçu dans son bureau, on a discuté, puis après, il m'a fait un peu la visite de son bureau. Tu sais, c'est comme, il y a plein de jeunes qui travaillaient, plein d'ordinateurs et tout ça. Là. Il me dit, Vidal, la technologie a tellement avancé que moi, j'ai la vision. Eux, ils ont le savoir-faire. Ouais. J'ai fait, waouh. Waouh. J'ai la vision. Eux, ils ont le savoir-faire. Alors qu'avant, tu sais, dans mon mindset, dans mon éducation à l'époque, tu sais, mettons, j'ai 49 ans, donc moi, j'ai été éduqué dans un milieu où tu devrais tout savoir faire. Et quand tu vas à l'école, tu dois tout savoir faire. Tu dois être le meilleur dans tout. Dans tout. Et rester au top tout le temps. Mais ce que Bernard m'a rappelé, c'est à peu près ce que Ford faisait. Ouais. J'ai pas besoin de tout savoir. J'ai besoin d'avoir les bonnes personnes qui sachent la chose que j'ai besoin que soit faite. Ouais. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle te permet d'avoir accès à ça. Ouais. J'ai un conseil d'administration. Tu veux que je te le partage? Vas-y. Dans mon conseil d'administration, j'ai Elon Musk, j'ai Zuckerberg. OK. Oui. J'ai Robert Kiyosaki. J'ai Grant Cardone. Okay. Tu as vraiment un beau réseau. Oh oui. Et tu sais quoi? Ils sont tous dans l'intelligence artificielle. Ouais. Tous. Mais c'est mon conseil d'administration. Ouais. Alors parfois, ce sont mes conseillers. Parfois, je me lève et puis je pense à quelque chose. Et parce que je me suis créé ce setup-là dans Perplexity. Et je dis, qu'est-ce que Elon Musk dirait de ça? Bon, c'est peut-être pas le Elon Musk, mais j'ai uploadé tout ce qu'il a écrit, tous de ses discours, ainsi de suite, à l'intérieur de ça, ce qui fait que ça me permet d'avoir accès à sa façon de penser. Ouais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi faire, mais c'est toujours bien de voir, tu sais, comme la façon de penser de d'autres personnes. Le one-man show n'est plus possible aujourd'hui. Là. Et ce que ça fait, c'est que ça permet de sortir des paramètres connus, parce que quand on reste dans notre tête, on reste sur les paramètres qu'on connaît. Mm-hmm. Donc, d'aller à l'extérieur, moi, c'est ce que j'appelle développer sa pensée stratégique. Ah, c'est bon, ça. C'est développer sa pensée stratégique. Souvent, en entreprise, on entend parler de planification stratégique. Comment veux-tu faire une planification stratégique qui est optimale quand tu restes dans le même état de pensée? Exact. Donc, d'aller dans la pensée stratégique, d'aller voir dans plus grand, dans autre que soi. OK? Puis à ce moment-là, ben là, ça permet de reformater le disque mou, le gros péton qu'on a entre les deux oreilles. Donc, ça permet de le reformater d'une façon différente, puis là, de pouvoir avancer, progresser, innover. Mm-hmm. Parce que quand on reste dans les paramètres, c'est Einstein qui disait la folie, répéter après jour les mêmes actions, penser avoir des résultats différents. Exact, oui. C'est exact. ça. Ça, c'est très important. Oui. Dis-moi, qui pourrait, par exemple, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans d'ici, se porter acquéreur de Aura? Un Blackstone, un Brookfield, une banque? Et pourquoi ces institutions-là voudraient mettre la main sur Aura Capital? Un Blackstone, je serais très honoré. malgré tous les discours que les gens tiennent, je pense que Blackstone détient le monde en ce moment. Il ne faut pas se cacher la vérité. Elle est là. OK? Et on bâtit Aura Capital dans cette optique. Quel genre de structure ces gens de compagnie chercheraient? Je suis allé acheter un livre là-dessus. OK. Je ne me surprends même pas. Je suis allé acheter un livre là-dessus pour voir quel genre de compagnie ils sont intéressés à acquérir. Et oui, Aura Capital est ce genre de compagnie-là. Ouais. Mais il y a une structure à mettre en place pour arriver là. Il y a une gouvernance à mettre en place aussi. Et Aura Capital est bâti de sorte à ce que tous ces éléments soient intégrés dès le départ déjà. Oui, Blackstone, définitivement. Ouais. Oh oui, définitivement, parce qu'on va être une banque privée assez puissante et assez grosse pour les intéresser. Maintenant, si tu es en dessous de... Parce qu'une fois que tu as scalé à 1 milliard, c'est facile après de scaler plus haut que ça. Là. Ouais. Tu comprends? Quand tu as 1 milliard, là, maintenant, il y a des investisseurs qui sont intéressés à te voir. Maintenant, je viens sur la table, j'ai un portefeuille de 20 millions. Il y a même des family office qui ne voudraient même pas me parler. Ouais. Ils ne vont pas te rencontrer. 20 millions, est-ce que... Les gars ont des milliards à placer. Tu sais, placer 2-3 millions, c'est une perte de temps pour eux. Tu comprends?
C'est trop de travail. Pour le même travail, ça n'en vaut pas la chance. Ça n'en vaut pas. Exact. Tu débarques, tu as 100 millions, 200, 300, 500 millions, 1 milliard. Ah, là, tu viens intéressant, on peut commencer à jaser avec toi. Ouais. Tu arrives à 1 milliard, ceux qui gèrent plusieurs milliards de dollars sont intéressés à parler avec toi aussi. Ah, définitivement Blackstone, oui. Blackstone, je te dirais, c'est comme l'acheteur potentiel qu'on met devant et qu'on a inversé l'ingénierie pour travailler, pour être un sujet assez intéressant pour eux, pour s'asseoir à table, même s'ils ne font pas l'acquisition. Tu sais, j'ai une image en tête. Je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça. Il a dit, dans ta vie, tu dois courir comme un cheval de course, d'accord? Pas pour arriver à destination, mais pour que la journée où tu vas mourir, tu es sur ton lit, que tu n'arrives pas là, tout repos, tout reposé, tout zen, non, que tu arrives, tu fasses... Quelle aventure! Yes, j'ai vécu toute une aventure. Quelle aventure! Tu sais que tu as vraiment vécu intensément chaque instant, jusqu'au bout. Mais ça, il faut avoir un rêve en tête pour faire ça. Parlant de rêve en tête, je rebondis sur, OK, tu as 25 ans aujourd'hui, OK, pas 48, là. Tu as 49. Arrête de me rajeunir, là. Tu as 25 ans aujourd'hui. Mais l'expérience que tu as aujourd'hui, avec 25 000 ou 50 000 $ en poche, là, OK, tu fais quoi dans les 5 prochaines années avec les connaissances que tu as aujourd'hui et tu as 25 ans? Wow! Wow! Tu vas faire exploser mon cerveau, là. Focus. Focus, Vidal. Focus, Vidal. Seigneur. OK, 25 ans avec les connaissances, l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je te dirais, la première des choses que je ferais, c'est que, vu que l'expérience que j'ai, je commencerai d'abord par m'entourer de meilleures personnes. À peu près les mêmes personnes que j'ai aujourd'hui. Tu sais. Je vais m'entourer d'un mastermind assez puissant, un mastermind de visionnaires. Je ne traînerai pas avec les gens de 25 ans, à moins que ce soit des gens qui soient visionnaires eux aussi. D'accord? Je me fixerai un objectif tellement haut, ahurissant, que ça me ferait peur à moi-même. OK. D'accord? Ou quand lorsque je me regarde dans le glace, que je me dirais, t'es vraiment fou. Et je foncerai là-dedans. Mais première des choses, c'est de m'entourer, de bien m'entourer par des gens d'expérience, des gens qui sont déjà arrivés là où j'ai envie d'aller. Ça, c'est vraiment... Je pense que si j'ai un conseil à donner à mon plus jeune moi, si je le voyais, c'était ça. Entoure-toi des gens qui sont au niveau où tu as envie d'y aller. Arrête de traîner avec les gens qui sont au même niveau que toi. Je veux dire, vous... tu connais comment on dit au Québec, qui... là, vous foirez. Ah oui, vous foirez. Puis tu connais l'expression qu'on est la somme des personnes qu'on côtoie le plus. Exact. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. C'est ça, et je vais continuer à perfectionner, à m'éduquer. Éduque-toi tout le temps, non-stop. On dit les leaders, ce sont des leaders à readers. OK? Continuez à lire. Et c'est une chose qui se perd beaucoup dans nos sociétés aujourd'hui. Les gens sont plus capables de lire. La lecture, c'est important de pouvoir enrichir, s'enrichir soi-même. Puis, tu sais, je reviens à la fameuse pensée stratégique de tantôt. Là, c'est important de sortir des zones qu'on connaît, qui sont connues. Absolument. On n'apprend rien de plus. Puis l'être humain, pourtant, a besoin de se dépasser, a besoin de se réaliser. Oui. OK? Mais il y a des efforts à faire. C'est ça. Dis-moi, autre question pour toi. Elle est bonne, celle-là. Elles ont toutes été bonnes jusque-là. Les autres étaient moches à comparer à celle-là. Ah oui, hein? Là, j'ai peur un petit peu. Je suis en train de te mettre de la pression, là. Que dirais-tu? Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'investir dans le marché aujourd'hui puis faire du prêt privé? Quels seraient les conseils que tu donnerais à cette personne-là? Commencer par s'éduquer d'abord. Okay. Maintenant, si la personne veut commencer et puis ne vient pas de ce milieu, pour moi, la première étape, c'est d'abord de s'éduquer. Connaître le prêt privé. Il n'y a rien qui remplace l'expérience terrain. Il n'y a absolument rien. Malgré tout, il faut quand même apprendre la théorie. La théorie est importante. Tu sais, je pense et puis il faut donner ça au système scolaire. Très théorique, malheureusement, ça reste dans la théorie. Mais la portion théorique est très importante. Et après ça, tomber maintenant dans le marché et puis de passer réellement à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut s'entourer des gens qui font déjà le prêt privé. Exemple, dans le système qu'on va voir, éduque-toi. Après ça, viens nous voir. Que ce soit moi, soit quelqu'un d'autre qui fait déjà du prêt privé.
Et à ce moment-là, avec la personne qui a déjà l'expérience dedans, fais une première, deuxième, troisième, quatrième transaction juste pour te faire les dents. Et après ça, si tu as envie de continuer solo, continue solo. Si tu as envie d'avoir, mettons, des investissements où tu n'as pas de gestion à faire, mais moi, tu peux le faire, mais en connaissance de cause, en sachant que chaque dossier qui arrive, tu es capable de les analyser pour pouvoir investir. Mais la première des choses, c'est vraiment de s'éduquer. Il n'y a rien qui remplace l'éducation. Zéro. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, mais écoute, quelles seraient les erreurs ou les pièges à éviter en se lançant dans le prêt privé? J'en ai parlé tantôt déjà dans une des questions. Prêter plus que la propriété vaut ou prêter et ne laisser un client qui vient demander un prêt privé, qui met zéro argent sur la table, tu finances absolument tout. Le client prend zéro risque. Ouais. On dit skin in the game. Okay? Ouais. Si le client prend zéro risque, ça va mal. Pourquoi s'il ne remettrait pas juste la clé puis il s'en irait? Ouais. Il n'y a rien à perdre. Dans chacun des dossiers, je veux absolument que le client ait quelque chose à perdre dans le dossier. D'accord? Donc, une des premières choses qu'il doit faire, c'est évidemment ton ratio prix-valeur et savoir que le client a quelque chose à perdre dans le dossier pour que le dossier soit aussi important pour lui que pour toi, parce que toi, tu as des capitaux. Pas juste que la personne te dise, j'ai trouvé une opportunité qui vaut 300 000, je l'achète à 150 000, donc tu n'as pas de risque. OK, mais toi, c'est quoi ton risque? Ouais, mais j'ai le 150 000. Non, ça, c'est un potentiel de risque. Ouais. Non, c'est un potentiel de gain. Il n'est pas à toi. D'accord? Donc, je veux savoir qu'est-ce que toi, tu as dedans exactement, quel risque tu prends. Ouais. Donc, il faut absolument que le client ait un risque. Une fois que ça, c'est fait, good, on passe à la prochaine étape maintenant. La prochaine étape, c'est de sécuriser la transaction. Sécuriser la transaction, ce n'est pas toi qui l'as fait. Il faut toujours passer par un notaire. Ouais. Toujours. Jamais faire... Écoute, je suis capable de faire les papiers. Je les connais. J'en ai fait tellement de fois, je serais capable de le faire. Mais je ne prends pas le risque de le faire. Non. Je le confie à un notaire. Et même encore, parfois, il y a des notaires qui se trompent. Imagine. Ouais. Mais sauf que le notaire, quand il se trompe, il a une assurance professionnelle. Ouais. Toi, tu n'as pas d'assurance professionnelle. Non. Donc, si tu te trompes, tu perds. Et si tu prends, en plus, c'est l'argent d'investisseur, là, il est vraiment perdu. C'est quelqu'un de pas très content, ça. Non. Ouais. Et ça fait mauvaise réputation. Exactement. Ça fait mauvaise réputation. Donc, ça, je te dirais, mettons, les deux principales choses Et la troisième serait peut-être de laisser traîner les dossiers. Ouais. Je te donne une anecdote. Écoute, il y a un client qu'on a financé, ça fait plusieurs années. OK? Et quand le client fait défaut, on fait une reprise de finance. D'accord? Mais dans ma tête, on fait une reprise de finance, je ne retire pas le projet. Au moins, j'enclenche le processus. Après ça, j'ai un jugement entre les mains, puis je dis au client, écoute, maintenant, soit on vend, la troisième solution que je t'ai proposée, ou alors, on attend que tes ventes se fassent, mais au moins, j'ai un déclencheur. Ouais. Parce que le déclencheur, si tu ne le fais pas, il faudrait que tu le fasses tôt ou tard, si jamais le client tombe totalement en défaut. Ouais. Vu que j'ai des associés dans le prêt en particulier, et certains associés ont dit non, on ne déclenche pas, on attend, on va lui laisser une chance. OK. Ça fait plusieurs années. Ouais. OK? Et ça s'étire. La chose, c'est quand j'avais analysé le dossier, la garantie était super. Elle est toujours. Je ne suis pas à 70% après valeur, je suis à 50%. Donc, tu sais, il n'y a presque pas de risque en tant que tel dans le dossier, mais sauf que ça s'étire. Ça s'étire. OK? Donc, il faut déclencher, il faut prendre les mesures assez rapidement dans le processus si le client est en défaut, autant pour lui que pour toi. Donc, ce sont les trois conseils que je te donnerais à quelqu'un qui veut se lancer et puis des risques qu'il faut éviter, quoi. Que dirais-tu à quelqu'un qui veut bâtir une richesse? Il veut bâtir une richesse quand même assez importante là, à long terme. À court terme, je pense que plus tu prends de risques, plus ça peut être laborieux. Mais que dirais-tu à quelqu'un qui veut bâtir une richesse à long terme? Tu sais, quel conseil tu lui offrirais? Qu'est-ce qu'il devrait penser à mettre en place comme stratégie? Écoute, c'est une question assez vaste quand même. Très vaste même. Parce que la richesse, tu peux la bâtir dans différents domaines. Ouais. Il y a des gens qui peuvent bâtir la richesse dans le commerce de détail. Moi, je ne serais pas capable. Il y a des gens qui peuvent bâtir la richesse dans l'immobilier, faire l'acquisition, la nouvelle construction. Mais une richesse, il faut d'abord déterminer c'est quoi une richesse. OK? Très différent d'une personne à l'autre. Hein? Exact. Mais l'une des définitions que j'aime beaucoup, c'est celle de Robert Kiyosaki. La richesse, c'est avoir des actifs qui te génèrent du revenu sans que tu aies besoin de travailler pour. Peux-tu répéter? C'est avoir des actifs qui te génèrent du revenu sans que tu aies besoin de travailler pour. J'espère qu'on a compris. J'en ai un exemple. Tu as acheté
1000 unités, OK, bloc appartement. Et à chaque mois, ces blocs appartements te rapportent des loyers. Les loyers paient toutes les dépenses et puis il te reste, je ne sais pas, 100 000 $ par mois. Ouais. D'accord? Mais les blocs appartements, quand tu prends de la valeur d'année en année, ton hypothèque diminue. Ouais. Mais en même temps que ça fait ça, toi, tu ne travailles pas pour ça. Là. Tu ne travailles pas pour la prise de valeur. C'est pas toi, là. C'est juste l'économie qui fait que la valeur continue d'augmenter. D'accord? Ou mettons la valeur de l'argent diminue, mais ça prend la valeur de ton immeuble. Et mois après mois, tes locataires payent tes loyers. Et tes loyers remboursent ton hypothèque, payent toutes tes dépenses et il te reste de l'argent. Donc, tu as un revenu, ce qu'on appelle un revenu passif. Passif. Good? Ouais. Ça, c'est ça, au sens de Robert Kiyosaki, que j'adhère aussi. C'est ça la richesse. Ouais. D'accord? Donc, ton temps est libre maintenant de faire d'autres choses, de faire d'autres acquisitions, de faire totalement d'autres choses parce que tu n'es pas obligé de pointer le matin, obligé de te lever pour aller travailler. Tu peux, et à la fin du mois, lorsque tes loyers sont rentrés, que tu as tout payé, qu'il reste l'argent, tu peux prendre l'argent, le garrocher dans le foyer. Le mois prochain, il va revenir encore. Ouais. OK? C'est cette liberté-là que pour moi, c'est la richesse. Donc, la richesse, pour moi, c'est par rapport au temps. Ouais. Pas à l'argent, parce que tu peux travailler, gagner 10 000 $ de l'heure, mais avoir des dépenses de, je sais pas, tu gagnes 1 million, mais tu dépenses 999 900. Ouais. T'es pas riche, là. Non. Pas du tout. Tu es dans ce qu'on appelle le rat race. Selon Ouais. Robert Kiyosaki, tu es dans le jeu cash flow, là. Ouais. C'est que tu cours, tu payes les factures, tu recommences. C'est pas de la richesse. Non. Donc, c'est pas le revenu que tu gagnes. C'est combien il te reste et combien surtout qui est généré sans que toi, tu aies besoin de travailler personnellement. C'est ça. Tu vois, j'amène souvent que la ressource la plus importante, pour moi, la ressource la plus importante, c'est le temps. Oui. Le temps, parce que le temps qui est passé ne revient pas. Mm. L'argent, tu peux en perdre. Une entreprise, tu peux la perdre aussi. Oui. OK? Fait que tu peux perdre beaucoup de choses, mais tu as toujours l'occasion de pouvoir en refaire d'autres quand tu as le temps. Mm. Si tu n'as pas le temps puis tu n'as pas posé les bons gestes dans la gestion de ton temps, dans les décisions à prendre, à ce moment-là, tu es en train de gaspiller une ressource qui est la plus importante. Oui, puis elle ne reviendra pas, comme tu le dis. Elle ne reviendra pas. C'est fini, là. C'est fini. Tu sais, j'aurais plus jamais 25 ans. Non. Je viens de lui parler, mais... Non. 2 fois 25, bientôt. Bientôt. Ah, j'ai hâte. Je pense que je ferai une fête nationale à mes 50 ans. Mais écoute, tu vas avoir droit à ta carte de la FADOC. Je sens que ma fille va dire « t'es vieux ». Elle me dit ça tout le temps maintenant. La plus jeune, c'est quand elle me va dire « t'es vieux ». Écoute, c'est très intéressant, Vidal. Notre entretien tire à sa fin. On aurait pu prolonger pendant 1 heure encore. Notre entretien tire à sa fin. Mais avant de quitter nos auditeurs, là, les gens qui vont nous regarder, je demande toujours de donner un cadeau à nos auditeurs. Soit une citation, un mantra, une phrase, un conseil. Donc, qu'est-ce que tu as à offrir à nos auditeurs ici? Puis je t'invite même à regarder la caméra en face de toi. Là. OK, mais qu'est-ce que tu as à offrir? Parce que, bon, le côté spirituel de toi, je ne serais pas surpris que tu nous lances quelque chose dans la spiritualité. Là. Mais qu'est-ce que tu nous offres en cadeau en guise de conclusion? Là? Mais je te dirais, est-ce que je pourrais partager aux auditeurs? Oui. Moi, personnellement, c'est ce que je fais pour moi. Donc, je ne peux que partager ce que j'ai. Oui. Je ne peux pas donner à quelqu'un ce que je n'ai pas. Et ça ne vient pas de moi. Je l'ai appris en lisant un livre de Steve Jobs. OK. Et Steve Jobs, je pense qu'il avait parlé de ça quand il a découvert sa maladie, qu'il savait que c'était incurable. Puis il a dit l'une des choses qu'on néglige souvent, c'est qu'on ne prend pas en considération notre mortalité. Ouais. Si on prenait conscience de notre mortalité, on perdrait beaucoup moins de temps sur beaucoup de choses. Ouais. Et on mettrait le temps nécessaire sur les choses qui comptent vraiment. Donc, tu vois, et ça fait des années de ça, mais moi, chaque matin que je me réveille, je fais 2 choses. Gratitude. Ouais. Je remercie d'abord l'univers d'être encore là, d'être en vie, parce que je sais que dans la nuit, il y a beaucoup qui sont partis. Il y a des familles qui sont réveillées, et puis un membre de la famille n'est plus là. Ouais. Et donc, je fais d'abord gratitude. Donc, je remercie la vie d'être là. Et deuxième des choses que je me dis automatiquement, c'est que si c'est mon dernier jour, comment est-ce que j'aimerais le vivre? Ouais. À chaque jour, je me dis ça. Et pas juste comment j'aimerais le vivre au niveau business, comment je voudrais le vivre avec mes amis, avec les gens que je rencontre, avec la personne qui me sert au restaurant, avec la personne qui me croise dans la rue. Et souvent, ma fille me dit, pourquoi est-ce que tout le monde te sourit? Je dis, mais parce que je souris à tout le monde. Ouais. Parce que si jamais c'est la dernière chose que tu vois de moi, je veux que tu gardes cette image-là. Ouais. Tu sais, je veux pas que tu vois quelqu'un qui... Non, je veux que tu vois la meilleure version de moi en tout temps parce que je ne sais pas, c'est peut-être la dernière fois que je te croise. Donc, tous les jours, je me réveille, je me dis, si c'est mon dernier jour, comment est-ce que j'aimerais le vivre? Ouais.
C'est sur ça, je peux laisser le monde. That's it. Dis-moi, là, les gens qui nous regardent, OK, ils sont peut-être émerveillés, passionnés, envoûtés par notre maître danseur. Mais quelqu'un a le goût de pouvoir t'appeler, qui a le goût de faire de l'investissement ou d'en apprendre davantage sur Aura, sur les possibilités d'investissement, de faire de l'immobilier. Donc, on fait quoi, là? On fait comment pour te rejoindre? Alors, c'est très simple. Vous pouvez écrire directement à la compagnie. Donc, info@auracapital.ca. Aura s'appelle comment? AURA. AURA. Comme Laura. OK. Donc, auracapital.ca. Donc, ça, c'est la façon la plus simple. Donc, à info@auracapital.ca ou à moi directement, vidal.guiba@auracapital.ca. Ça, c'est facile de me joindre comme ça. Par courriel, c'est plus simple. Ouais. Mon téléphone est toujours sur silence. Ouais. Donc, je le sais. J'ai appris. C'est pour ça que je te texte. Ou c'est ça, ou me texter parce que je prends toujours mes messages et puis je réponds un peu plus tard. Ouais. Mais le courriel, c'est sûr et certain que oui, je reprends toujours mes courriels, absolument. Et c'est la meilleure façon. Et Alexis, c'est la même chose, c'est alexis.vascan@auracapital.ca ou Alexandre, c'est alexandre.morin@auracapital.ca. C'est ça. Ou encore, je sais que tu es présent sur le réseau LinkedIn. Oui. Donc, tu es rejoignable là aussi. Puis oui, il retourne ses appels rapidement. Donc, rapidement. Ou aussi, on peut se rencontrer bien souvent aux rencontres groupe IMO Performance. Ouais. Quand il y a une fois par mois à Québec et puis à Montréal. Donc, on a eu quand même beaucoup de succès. Là. Plus de 200 personnes à Québec, à peu près 300 à Montréal aussi les deux fois. Donc, c'était vraiment extraordinaire bon. aussi. Et encore une fois, sur votre moteur de recherche préféré, IMO Performance ou encore Groupe Performance, vous allez avoir plein d'informations là, sur les deux entités. Vidal Guiba, le bon Vidal Guiba, parce que t'es un bon joueur, t'es un bon participant, t'es un bon orateur aussi. Donc, merci. Vidal Guiba, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et à vous, chères personnes qui nous écoutez, je vous invite vraiment à continuer à nous écouter, à nous regarder, à partager aussi, parce que c'est une communauté qui prend de plus en plus d'espace. Et je vois mes statistiques là, sur YouTube, puis bon, sur les différentes chaînes où les podcasts se retrouvent augmentés semaine après semaine. Donc, je tiens à vous en remercier vraiment. Merci beaucoup et continuez à partager dans votre milieu et continuez à nous suivre aussi. Donc, merci beaucoup, Vidal. Merci, François. Merci à vous. À très bientôt.